Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans cette magnifique ville qui est Arcachon. C'est un plaisir. Est-ce qu'on peut... Voilà. Alors, on va faire ensemble un retour d'expérience sur l'utilisation de la voie intranasale en Suisse avec les algorithmes d'actes médicaux délégués que nous avons pour les paramédics ambulanciers dans le terrain. Ça va pas. Voilà. Donc, je suis parti sur, je remercie mon confrère le colonel Galli, sur l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens pour quelles sont les indications que vous avez en France sur l'autorisation quand on fait quelque chose de hors AMM. Et puis, on voit médecins, pharmaciens, les obligations de chacun par rapport à cette AMM. Alors, ça c'est pour la France, je ne vais pas m'attarder, vous la connaissez mieux que moi. Qu'en est-il en Suisse ? Alors en Suisse, on a une loi sur les produits thérapeutiques qui régit justement ces autorisations ou ces applications hors AMM. Ça reste la compétence thérapeutique du médecin qui doit absolument tout documenter. Il y a une légitimation qui peut être faite même si le médicament n'est pas encore validé par une autorité, donc de la santé publique. Et puis c'est le médecin qui porte la responsabilité de cette autorisation de mise sur le marché. Juste pour reposer aussi le contexte par rapport à cette AMM, dans le cadre des services de secours ambulance, vous avez toujours un médecin conseil, un médecin répondant, qui est la personne qui délègue, donc ça reste un acte médical délégué d'administrer un médicament par un ambulancier paramédic en Suisse, et qui valide le fait que justement ça puisse être ou non une AMM. Ça, je vous présente les algorithmes que nous utilisons au quotidien pour l'antalgie traumatique, et vous voyez très très bien, je l'ai entouré en orange, la voie intranasale, autant sur l'antalgie traumatique qu'une antalgie non traumatique. On voit qu'il y a l'intranasale pour tout ce qui est les opiacés, pour tout ce qui est ensuite la kétamine, le midazolam, respectivement encore les opiacés pour le traumatique. Et si vous regardez, vous avez une succession IV, IM et IN. L'idée, c'est de dire quelle est la voie d'accès à privilégier. Généralement, ce sera la voie intraveineuse, suivie de la voie intramusculaire. Et si j'ai une difficulté d'accès ou j'ai une problématique, à ce moment-là, la voie intranasale est une voie échappatoire qui est très intéressante. Donc ça, ces algorithmes sont, si ça vous intéresse, vous mettez algorithme ambulancier Corfa sur Google et vous tombez sur les algorithmes. Ils sont révisés à peu près une fois par année. Donc voilà ce qu'on va discuter en voie intranasale avec des exemples qui l'illustrent. Juste pour un tout petit rappel, aussi pour un clin d'œil, les avantages et les inconvénients de l'intranasal, c'est marqué, on le sait tous, le côté biodisponibilité, le côté délai d'action, le côté où j'ai pas besoin de poser une voie veineuse. Donc ça, c'est très très pratique. À faire attention, typiquement, la ville où je travaille, qui était Lausanne, est une ville qui est assez prisée pour les soirées. Et c'est vrai que si vous êtes sur ce que nous appelons un jeudi, jeudi, un vendredi ou un samedi, avec des gens qui consomment beaucoup de substances vasoconstrictantes, à commencer par la cocaïne, c'est vrai que quelqu'un qui vient de consommer, à qui vous mettez de la cocaïne à bord, et puis vous voulez mettre une voie intranasale, c'est beaucoup plus compliqué puisque vous avez cet effet vasoconstrictant. Évidemment que si vous avez aussi un trauma facial, ce ne sera pas une voie indiquée, mais quelque part, il y a très peu de contre-indications, de désavantages, si je n'arrive pas à poser une voie intramusculaire ou une voie intraveineuse. Donc ça, c'est la pharmacie de l'hôpital universitaire de Genève, c'est notre CHU à Genève, qui met à disposition, vous pouvez le commander le dispositif, donc le Mucosal Administration Device, qui est commandable pour tous les services. Donc c'est une voie qui est vraiment utilisée en tant que telle et que vous pouvez vous fournir à la pharmacie. Ça, c'est les médicaments au niveau des HUG, donc de ce CHU. Et puis, je vais vous illustrer des exemples avec le fentanyl, avec la kétamine et le midazolam, qu'on utilise en intranasal. Si ça vous intéresse, c'est aussi téléchargeable sur le net. Vous faites pharmacie HUG Genève et le site est ouvert. Donc, tous les documents que vous avez là sont consultables sur Internet, puisque le pharmacien-chef, professeur Pascal Bonabry, est parti du principe qu'il faut partager les informations. Merci à lui. Et vous pouvez tout à fait télécharger ces documents. Donc, dans le terrain, qu'est-ce que ça donne? Si on prend maintenant une amputation d'une phalange, donc patient 32 ans, 83 kg, il n'y a pas d'hémorragie significative puisque c'est vraiment quelque chose de net, on voit que ces paramètres entre l'A, B, C, D sont relativement stables. Bien sûr qu'il y a un peu de tachycardie, c'est normal. Glasgow 15, et puis vous n'avez pas d'hémorragie résiduelle. Ce patient n'était pas très collaborant, il a évidemment bien mal, et à ce moment-là, il prend
du citalopram. Le traitement, on a mis 85 microgrammes intranasal. Il y a un délai un tout petit peu plus long pour que ça agisse, mais ça agit très très bien. Et puis après, on peut mettre, la deuxième et la troisième dose sont la moitié de la dose initiale pour arriver en fait à une douleur de 2/10 qui est supportable. On se méfie juste d'une chose avec le fentanyl, c'est l'effet sérotoninergique. Puis là, je vous ai montré qu'il avait du citalopram à bord. S'il n'y a que du citalopram, on ne prend pas trop de risques. S'il y aurait eu par exemple du citalopram, qu'il aurait un traitement pour une myalgie X avec du tramadol, là on partirait, c'est l'intérêt de l'antalgie multimodale, on ne partirait pas forcément sur du fentanyl parce qu'on risquerait d'arriver au syndrome sérotoninergique. Donc ça c'est quand même une contre-indication auquel les ambulanciers sont attentifs et doivent faire attention. Ça vous montre dans les HUG au niveau de la pédiatrie des services, qu'est-ce qui donne comme indication pour l'utilisation du fentanyl. Le petit drapeau rouge avec une croix blanche, c'est notre loi sur les stupéfiants. Donc ça montre que c'est un stupéfiant qu'il faut une traçabilité, comme vous faites exactement la même chose en France. Et puis vous avez ici, pour le résumé, comment est-ce qu'on donne le fentanyl, les contre-indications, et puis le dosage, donc du 1 microgramme kilo par dose. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait protocolé et qui fonctionne très très bien. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je vous ai amené mon nounours. C'est très souvent le fentanyl qu'on a avec cette seringue que vous avez vue avant. On explique à l'enfant comment est-ce qu'on va faire sur le nounours, comment est-ce qu'on met dans le nounours, comment est-ce qu'il faut l'inspirer avec nous. Et puis ensuite, on lui donne le nounours, il protège le nounours, il montre son nez, et puis une narine après l'autre, je mets le fentanyl, et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. En pédiatrie, c'est vraiment quelque chose qui nous a énormément aidé. Voilà aussi pour les dosages, parce qu'en urgence, tout d'un coup, commencer à faire des calculs, c'est toujours compliqué, donc on préfère avoir des tabelles et puis regarder la tabelle aussi, parce que souvent, on est tous les mêmes aussi, c'est à 4 h du matin pour un petit bout de chou qui hurle, se concentrer puis faire des calculs mentaux. Vous, je sais pas, moi, je suis pas bon. Donc ça m'aide énormément. Et puis, vous aviez, si malheureusement, il y a une baisse de la fréquence respiratoire, vous avez les dosages en termes de naloxone, Narcan, IV. Donc ça, c'est aussi pour la pédiatrie. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on utilise fréquemment. Oups, pardon, si je peux revenir en arrière. Hop. Comment est-ce qu'on fait pour revenir en arrière? Voilà, merci. Ça, c'était publié dans les urgences pédiatrie, donc c'est d'octobre 2024, donc c'est tout récent. Et ça vous montre bien que le fentanyl, ça démontre vraiment une utilisation en termes de réduction de la douleur qui est supérieure. Oh. Il veut maman. Tu veux le doudou. Donc cet article était intéressant dans le sens que ça vous montre que c'est vraiment une plus-value pour le petit. Et l'intérêt, et ça c'est vrai, c'est que vous avez aussi très peu, enfin nettement moins de nausées, vomissements avec l'utilisation du fentanyl qu'avec un autre opiacé. Donc ça c'est très intéressant comme utilisation. Ensuite, vous avez l'accident de moto d'une patiente de 40 ans qui n'est pas fumeuse. Elle s'est juste pris la moto sur sa cheville avec une douleur assez conséquente. Et elle a quand même, était pas bien, elle avait bien mal. Et puis, donc, pas de signe de choc particulier, tout est en ordre. Mais par contre, elle est bloquée sous sa moto. Puis là, à ce moment-là, la kétamine intranasale avec un dormicum intranasal pareil. Le délai d'action est un peu plus long, mais ça fonctionne vraiment, vraiment super bien. Puis vous voyez vraiment cette patiente qui tout d'un coup, les yeux commencent à partir, et puis vous tirez gentiment à la prise, vous l'accompagnez, on parle tranquillement, et ça vraiment c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Donc le champ stérile, les compresses, immobilisation, et puis elle était confortable au réveil à l'hôpital. Donc ça c'était vraiment une intervention, on n'a pas eu besoin de commencer à la boutiquer, surtout que Motarde elle avait plein de vestes en cuir, donc s'il faut couper, on coupe. Mais là, la voie intranasale était vraiment indiquée et ça a été super pratique de la prendre en charge avec cette kétamine. Et on a vraiment une réponse qui était intéressante. Ça, je suis désolé, le schéma est un tout petit peu petit. C'est pour vous montrer, de nouveau, ça vient des HUG, que la kétamine, par contre, quand elle est déléguée pour un ambulancier, l'ambulancier n'a le droit que faire une analgosédation, c'est-à-dire une analgésie. Mais on n'a pas le droit, en tant qu'ambulancier, paramédic, santé, d'induire un patient. C'est l'induction, ça reste une compétence strictement médicale, puisque qui dit induction dit tube laryngé. Donc nous, on est sur des dosages inférieurs, qui sont les dosages de l'antalgie, mais qui fonctionnent très très bien. Ça, alors en termes de dosage antalgique, c'est parfait. Puis donc vous avez ici l'antalgie en termes de durée d'action, de délai d'action et puis de dosage. Donc ça c'est tout à fait protocolé et on fait ça régulièrement, ça pose absolument aucun problème.
Et les patients, dès qu'on voit au niveau aspect qui commencent un peu à se tachycardiser, augmenter les tensions artérielles, avoir un nystagmus, qui sont moins confortables, on peut donner un peu de midazolam. Même si dans la littérature, ce n'est pas forcément nécessaire de donner du midazolam en termes d'antalgie, par contre, clairement, en termes d'induction, il faut donner le midazolam. Oups. Ensuite, le petit, la convulsion donc, afébrile chez un enfant. Un petit patient de 23 kg, 6 ans, il convulse, les paramètres sont dans la norme, et puis il n'y a pas de signe de purpura, donc on part vraiment sur un côté plus épilepsie, et à ce moment-là, convulsion, demi-midazolam intranasal, 0,3 mg kg, donc 7 mg intranasal, ça se passe, ça s'arrête, on le transporte tranquillement, il y a l'état post-critique, et puis évidemment qu'il va se plaindre que le nez gratte, ce qui est un peu logique, parce que comme le pH du midazolam est à 3, évidemment que ça gratte le nez, ça c'est sûr, et souvent les patients vont vous dire ça gratte, c'est pas confortable. Mais au moins il a arrêté de convulser et puis il était relativement confortable. Ensuite, la patiente diabétique qui convulse, donc là aussi on arrive, elle convulse quand on arrive, et puis on avait à l'époque, comme tout le monde, et je pense que vous avez aussi le glucagon, et puis maintenant on est parti sur le Baqsimi. Et ça c'est absolument génial parce que non seulement c'est intranasal, donc vous n'avez plus besoin d'essayer de poser une voix ou faire une injection à quelqu'un qui convulse, mais surtout c'est 3 mg et pas 1 mg comme le glucagon. Et l'intérêt, c'est que si tout d'un coup, c'est une rareté, mais ça peut arriver, vous avez quelqu'un qui fait une intoxication au bêta-bloquant, dans la littérature, le premier traitement, c'est entre 5 et 10 mg de glucagon. Là, vous en avez déjà 6 si j'ai deux échantillons. Donc ça peut être une indication intéressante. Puis après, vous téléphonez au CHU en disant que vous avez quelqu'un qui a une suspicion d'intoxication au bêta-bloquant, et puis ils peuvent déjà préparer l'isoprénaline. Donc ça peut être vraiment intéressant de partir sur ce Baqsimi. Et puis si vous regardez aussi en termes de place, on a tous le même problème en termes de place dans nos véhicules. Ça prend la moitié moins de place. Ça peut être quelque chose d'intéressant à discuter. Et ça c'est vraiment quelque chose, pour nous, le futur, le Baqsimi, c'est utile. Et puis, vous avez ici, c'est en octobre 2024, vous avez un article que je vous recommande qui est donc, dans la revue médicale suisse, qui est la revue de la Suisse romande, qui montre justement la première recommandation dans les différents types de situations d'urgence. Et puis on voit que dans l'état de mal épileptique, le midazolam intranasal est vraiment une première intention. Et puis s'il y a un échec ou si vous avez besoin d'une voie de sortie, l'intranasal dans l'antalgie et dans l'hypoglycémie peut vraiment aussi être quelque chose d'intéressant. Et puis dans le coma d'origine X, on peut aussi donner le naloxone. Alors on préférera le donner IM, puis ensuite IV jusqu'à que le patient ait une fréquence respiratoire égale à 8. Mais si je n'ai pas d'accès par un toxicomane, je peux même la donner intranasal et avoir un retour intéressant. Donc voilà pour les situations d'urgence, mais la voie intranasale, j'aimerais vous partager que c'est vraiment quelque chose qui est safe, qui fonctionne super bien. Et puis j'ose dire pour nos petits patients de ne pas devoir poser une voie veineuse et puis de juste jouer avec. Même si c'est possible, des fois on lui demande de se moucher pour avoir une meilleure surface d'absorption. Ça fonctionne vraiment merveilleusement bien. Donc juste, le clin d'œil, c'est un médecin de Belgique qui a dit, donc dans la revue médicale de Louvain en 2016, j'aime bien ce qu'il a dit parce que pour moi c'est vraiment la conclusion de la perspective. C'est pas quelque chose qu'on fait toujours et c'est plutôt une voie d'échappatoire où c'est quand j'ai essayé quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Mais c'est vraiment un futur pour tout ce qui est l'antalgie, pour tout ce qui est les convulsions et puis tout ce qui est inconscience d'origine X. La voie intranasale peut vraiment nous aider. Merci pour votre attention.